Les prénoms, c'est vraiment passionnant à analyser socialement. Parce que si on n'y réfléchit pas forcément au quotidien, eh bien en réalité, les sciences sociales du XXe siècle l'ont bien montré, choisir un prénom, c'est jamais neutre, même inconsciemment. Un prénom, ça permet de distinguer, de démarquer, mais aussi de rapprocher ou de connecter. Par exemple, traditionnellement, le prénom reliait l'enfant à sa parenté, on donnait souvent le prénom d'un grand-parent. Plus récemment, on voit que le champ des possibles s'est agrandi. Les prénoms viennent souvent d'effets de mode, comme les Kevin, Elodie ou Julien dans les années 90, les Emma ou Enzo dans les années 2000 et les Raphaël et Gabriel plus récemment. Mais ils peuvent aussi venir de références culturelles, de séries, de célébrités. On voit aussi apparaître des prénoms inventés avec une vraie volonté d'avoir des prénoms uniques comme Timae, Lola Poupoune ou Maybelline ou encore Rolls Romeo. Mais soyons honnêtes, si vous ne voyez pas la personne, mais qu'on vous dit qu'elle s'appelle Vanessa ou Jordan, vous n'imaginez probablement pas la même personne que si on vous dit Jean-Pierre ou Anne-Marie. Vous n'imaginez pas le même âge, pas le même milieu social, pas la même trajectoire. Choisir un prénom, en réalité, ce n'est pas du tout anodin. Les prénoms représentent une position dans l'espace social et indirectement, ils disent quelque chose de la culture, la classe sociale, l'origine, parfois la religion d'une personne. Un prénom, ça peut donc exposer à certains a priori. Alors, une question se pose. Comment on choisit un prénom dans les familles qui ont des origines multiples? Comment les familles décident-elles de ce qu'elles rendent visible ou invisible à travers le prénom de leurs enfants? C'est cette question que pose la sociologue du CNRS Solène Brun dans l'article qu'on va découvrir aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est passionnant. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avis de recherche. L'article scientifique dont on parle aujourd'hui s'intitule « Au nom de la mixité ». Il a été écrit par Solène Brun, une sociologue chargée de recherche au CNRS, spécialiste des questions raciales, titulaire d'un doctorat de l'Institut d'études politiques de Paris. Il a été publié en 2023 dans la revue française de sociologie des presses Sciences Po. On y découvre les conclusions d'une enquête menée entre 2015 et 2017 auprès de familles qui ont adopté des enfants à l'international d'une part et de familles fondées par des couples mixtes d'autre part. Donc des familles où les deux parents n'ont pas la même origine ethnique. Dans cette enquête, la chercheuse a analysé comment le choix des prénoms permet d'effacer ou au contraire de marquer les origines. Pour ce faire, on découvre une enquête ethnographique qui a été menée autour de 91 entretiens. Donc il s'agissait de 34 parents adoptifs, de 19 personnes adoptées à l'étranger, de 19 couples mixtes et de 19 enfants issus de couples mixtes. Je vous ai mis à l'écran tous les détails, donc les âges, les catégories socio-professionnelles, etc. Pourquoi ces familles? Eh bien parce qu'elles constituent des situations sociales particulières dans lesquelles la question de la transmission se pose de manière très concrète. Dans ces familles, parents et enfants ne partagent pas nécessairement la même histoire, ni la même origine, ni toujours la même apparence. Et pourtant, il faut bien donner un prénom aux enfants. Et le prénom, c'est un élément central de l'identité. L'analyse s'appuie aussi sur une enquête intitulée Adoption, menée par Juliette Aliflax, Catherine Villeneuve-Gocalpe et Isabelle Fréchon, réalisée en 2003 et 2004 sur 1857 dossiers et 953 personnes adoptées. Et ainsi, Solène Brun va nous montrer que le choix d'un prénom, loin d'être un simple détail, devient un véritable outil à travers lequel les familles négocient l'appartenance, la transmission et la place de leur enfant dans la société. Donner un prénom à son enfant, c'est obligatoire. On peut pas rester sans prénom. Mais du coup, si c'est si intéressant, c'est parce que quand on se penche sur la question, les parents ne choisissent pas un prénom par hasard. Ils ne le choisissent pas non plus uniquement parce qu'il leur plaît ou parce qu'il a une belle sonorité. Même si c'est plus ou moins conscient, c'est des éléments de transmission culturelle qui sont très importants. Et en fait, les parents, ils choisissent aussi un prénom en pensant, encore une fois, plus ou moins consciemment, à la manière dont il va être reçu. Et c'est évident parce que ce prénom, il est choisi dans une société donnée, à un moment donné, avec tout un ensemble de représentations déjà associées à certains prénoms. Donc, autrement dit, le prénom, c'est un marqueur social qui est très très puissant et qui classe autant celui qui le porte que celui qui lui donne. Par exemple, si on a souvent tendance à penser que le racisme passe par des insultes, des agressions, des discours explicites, en réalité, dans les faits, il passe surtout par des choses très ordinaires
extraordinaires, comme se retrouver catégorisé par un nom, un accent, une origine supposée, une religion supposée et un prénom. D'ailleurs, saviez-vous qu'à une époque, le prénom servait d'outil administratif pour faire un tri racial, entre guillemets. Dans les années 1950, alors que l'Algérie est encore un territoire français, l'administration cherche à distinguer les Français d'Algérie, donc dits musulmans, des Français dits judéo-chrétiens dans les recensements. Le prénom devient alors un outil pour désigner l'appartenance supposée des individus. À travers cet exemple historique, on voit que le prénom, il peut fonctionner comme un signal plus ou moins direct des origines de chacun, et il peut participer à des mécanismes de classement, et ce, même en l'absence de catégories raciales officielles et déclarées. Récemment, ça produit toujours des effets concrets. Dans l'article, on découvre par exemple le cas de Mehdi, qui est cadre commercial, et à qui on a déjà demandé de se présenter sous le prénom Alexandre ou Julien, parce que soi-disant, ça passerait mieux auprès des clients. Bref, tout ça pour dire que le prénom n'est pas qu'une affaire privée, c'est un élément central par lequel autrui va nous identifier, qui va concrètement nous représenter. Et dans le cas des familles avec des multiples origines culturelles, comme les familles mixtes ou les familles d'enfants adoptés, et ben les enjeux tout à coup ils sont vraiment particuliers, parce que est-ce qu'on montre ses origines par le prénom, et donc si oui lesquelles, est-ce qu'on associe l'enfant à une minorité par son prénom, etc., etc. En clair, les familles culturellement pas homogènes sont des cas d'études bien singuliers qui révèlent tout un tas de choses. Dans le cas de l'adoption internationale, plusieurs options existent quant au prénom. On peut soit garder le prénom d'origine, soit le transformer, soit le franciser, soit le déplacer en second prénom, soit en choisir un nouveau. Ça fait vraiment partie des questions importantes chez les familles qui adoptent. Et dans l'enquête ici, 30 parents sur 34 d'enfants adoptés, ils décident de conserver le prénom d'origine. Après, il y a seulement la moitié qui le gardent comme premier prénom, les autres ils le francisent ou ils le transforment en prénom composé, ils le passent en second prénom, etc. Et pourquoi ? Parce que les parents, ils essayent de jongler entre plusieurs choses très contradictoires. Donc d'un côté, ils veulent respecter l'histoire et les origines de l'enfant, et de l'autre, ils veulent l'inscrire dans sa nouvelle famille. Et puis enfin, surtout, ils veulent le sécuriser socialement et peut-être lui éviter de subir des stéréotypes, etc. Donc typiquement, on va garder des prénoms comme Lola, Igor ou Taylor, mais on va changer Karima, Fidèle ou Baocho. Et généralement, les critères qu'ils évoquent sont le fait que certains prénoms sont difficiles à prononcer ou à porter en France, la connotation raciale du prénom, et puis évidemment l'âge d'adoption de l'enfant. On va beaucoup moins renommer un enfant qui a été adopté au-delà de l'âge de 3 ans et qui a déjà toute son identité autour de son prénom. Mais en tout cas, c'est vraiment pas une décision qui est facile à faire entre le respect de l'histoire antérieure et l'inscription dans la nouvelle famille. Après, notons quand même que de nombreux parents veulent garder le prénom d'origine de l'enfant, d'une manière ou d'une autre encore une fois, sauf que c'est pas rare que ce prénom dit d'origine n'a pas été donné par la famille biologique, mais par l'institut d'adoption, et des fois, c'est des prénoms qui peuvent être un peu bizarres. Ensuite, selon certains parents, lorsqu'un enfant va avoir un prénom plus connoté de l'origine extra-européenne, en général, il va beaucoup plus assumer, voire revendiquer sa double culture. Mais là encore, il faut se rappeler qu'il peut y avoir des prénoms qui sont connotés de quelque part, mais qui n'en sont pas originaires pour autant. Par exemple, les Antilles, ils ont des prénoms très semblables à l'Hexagone, notamment à cause de l'histoire de l'esclavage, qui a fait que lorsque les maîtres achetaient des esclaves, ils leur donnaient des prénoms chrétiens. Ou encore la Martinique, où on retrouve beaucoup de Kimberly, Charline ou Janelle, selon un autre exemple donné dans l'article, alors que c'est pas du tout des prénoms typiquement martiniquais, mais c'en sont quand même. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart du temps, les familles ne cherchent pas du tout à effacer l'origine. Ils cherchent plutôt à gérer l'exposition. Au final, on remarque que beaucoup de familles optent pour une certaine ambiguïté. Donc des prénoms composés, des second ou troisième prénoms pour représenter la culture d'origine, ou encore des prénoms totalement internationaux qui ne disent rien de l'origine familiale. On retrouve beaucoup le cas de premier prénom neutre ou international, second prénom qui renvoie à une origine culturelle forte, et parfois un troisième prénom pour lier à la lignée familiale. Donc comme on disait au début, le prénom d'un grand-parent, souvent d'une tante, etc. Comme ça, on fait un compromis pour transmettre un héritage, mais sans trop l'exposer non plus. C'est ce qu'on appelle des prénoms invisibles, et c'est
très courant qu'ils reflètent la pluralité des héritages culturels ou familiaux. Et puis il y a aussi les prénoms un peu ambigus qui peuvent apparaître dans différentes cultures comme Naël, Samy ou Lina, qui ne sont pas directement lisibles, qui en quelque sorte brouillent les pistes pour éviter une assignation trop rigide, pour permettre à l'enfant de naviguer entre plusieurs mondes sociaux. Parce que le prénom, encore une fois, ça marque la nationalité, la religion, les origines, et ça peut être super stigmatisant. On voit bien que dans le cas des adoptions, certains parents adoptifs ont peur que le prénom d'origine ne nuise aux enfants, et du coup, c'est pour ça qu'ils ne le gardent pas. Dernière chose importante mise en lumière par l'article, c'est que au-delà du choix culturel, le choix du prénom, il illustre aussi des rapports de pouvoir, et ce, même à l'intérieur des familles. Dans les couples mixtes étudiés par Solène Brun, on observe une dissymétrie qui est frappante. Lorsque le prénom de l'enfant renvoie à une origine non européenne, c'est presque toujours le père qui est non européen et la mère qui est blanche. Autrement dit, la transmission d'un prénom non européen passe majoritairement par la figure paternelle. À l'inverse, lorsqu'un enfant porte un prénom européen, ou français, la mère est toujours européenne. Ça peut vous sembler confus, mais regardez le schéma que je vous ai fait à l'écran. Ça veut dire que toutes les mères européennes ne choisissent pas un prénom européen. Mais par contre, à chaque fois qu'un prénom européen est choisi, la mère est blanche. C'est complètement asymétrique, mais c'est central dans l'analyse. Parce que pour comprendre ce phénomène, il faut dépasser la question des origines et regarder du côté de la classe sociale. Dans l'enquête, les mères européennes occupent souvent une position socio-professionnelle plus élevée que leurs conjoints. Elles disposent de davantage de ressources scolaires, professionnelles, symboliques, et se retrouvent donc en position dominante dans le couple. À l'inverse, aucune femme non européenne de l'échantillon étudié n'a un statut social supérieur à celui de son conjoint. Autrement dit, le choix du prénom n'est pas effectué sur un pied d'égalité. Celui ou celle qui dispose du plus de capital social a davantage de poids dans la décision, mais il a aussi davantage à perdre en cas de stigmatisation de sa famille. Le prénom devient alors le reflet discret de rapports de force déjà présents. Qui est-ce qui décide, qui est-ce qui s'adapte et qui est-ce qui supporte le plus gros risque social. L'article montre également que les familles issues de minorités mais dotées de fortes ressources économiques et culturelles, par exemple les familles nobles ou bourgeoises, disposent de marges de manœuvre plus importantes. Elles peuvent plus facilement assumer des prénoms marquant une origine minoritaire parce que elles sont moins contraintes par des attentes d'assimilation. Et enfin, l'autrice rappelle aussi que les couples mixtes vivent déjà une forme d'assimilation par leur union en elle-même. Le prénom, il devient un moyen de garder une trace de l'autre culture, un moyen de préserver symboliquement une origine, une histoire ou une appartenance, précisément parce que d'autres dimensions de la vie familiale sont déjà alignées sur la norme majoritaire. Au final, le prénom apparaît comme un révélateur de rapports de pouvoir imbriqués, donc des rapports de genre, de classe, de position raciale, qui se rejouent dans un simple prénom, en apparence si intime et banal. Ce que nous montre l'article de Solène Brun, c'est que le choix du prénom est extrêmement investi symboliquement par les familles. Derrière ce qui peut sembler être une simple question de goût personnel, une question de sonorité ou de mode, se jouent en réalité des enjeux très concrets de transmission, d'appartenance, de protection. Le prénom, il devient un outil à travers lequel les familles essayent de faire tenir ensemble plusieurs choses à la fois. Donc respecter une histoire, inscrire un enfant dans une lignée, lui transmettre une pluralité d'héritages, tout en anticipant la manière dont il sera perçu, catégorisé, parfois jugé dans la société française. Ce travail de Solène Brun nous rappelle aussi que les prénoms ne circulent pas dans un vide social. Ils prennent sens dans des rapports de pouvoir plus larges où se croisent les classes sociales, le genre, les trajectoires migratoires, les assignations ordinaires, etc. Les parents, ils sont ni naïfs ni stratèges. En réalité, ils composent avec un monde social qui, lui, attribue déjà des significations au nom. Et ça, c'est un point très important de l'article. Le prénom, il fonctionne comme un révélateur des normes, des hiérarchies et des frontières symboliques qui traversent la société française, parfois de manière très silencieuse et invisible. En somme, nommer un enfant, ce n'est pas seulement lui donner un prénom. C'est aussi, souvent sans le dire, tenter de trouver une place pour son identité dans le monde tel qu'il est. Cet épisode d'Avis de recherche est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à booster la vidéo, à la partager, à mettre un commentaire pour soutenir le travail qui est fait sur cette chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous voulez plus de contenu scientifique vulgarisé, il y a le site de Mondes Sociaux. Merci à tous pour votre attention et votre soutien, et à bientôt.